7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, Louis Rigaudière, c'était inévitable. Vous allez bien revenir sur cette colère des agriculteurs qui s'intensifie. Et oui, Liselotte, la crise agricole bat son plein et les pouvoirs publics pensent s'en être sortis par un jeu de dupes vieux comme le monde fait de communication rustique et de langue de bois. Mais avant cela, je voulais revenir sur un point que j'ai soulevé dans ma chronique de la semaine dernière qui concernait cette succession de malaises qui se produisait lors des discours de Macron. Car il faut bien avouer qu'il se passe quelque chose d'étrange avec Macron pendant ses prises de parole. Car depuis mardi dernier, ce n'est pas un, mais deux malaises que l'on a pu voir successivement pendant deux de ses discours. Le premier, pendant la présentation de ses vœux pour les JO, il y a tout juste une semaine. Ce que nous ferons pour l'été prochain, c'est qu'avec toutes les collectivités qui le souhaitent, il faut mettre une chaise. C'est normal, ça arrive. Il faudrait, s'il y a des pompiers de service ou un service médical, parce qu'il ne faut pas rester debout après ça, Président. Et le deuxième, pendant un petit séjour en Inde, alors que les agriculteurs français criaient leur colère vendredi dernier. Je crois que madame ne se sent pas bien. Oui, mais c'est mieux vaut prévenir. Je suis un grand habitué, c'est ne t'inquiétez pas. S'il y a d'autres volontaires, le mieux c'est de le dire dès qu'on ne se sent pas bien, parce que sinon on tombe. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est des petits malaises vagos. Très bien. Ah, il me semble qu'il fait toujours les mêmes blagues en plus à chaque fois. Il dit toujours s'il y a d'autres volontaires. C'est vraiment ça, sa petite il prend ça avec humour, seulement ça. C'est une tournée d'humoristique, vous savez, il fait le tour, il fait plusieurs villes, il teste ses blagues avant. Alors, hormis ces étranges malaises, vous nous parliez aussi d'un certain Jérôme Bail, devenu une des figures des agriculteurs en colère. Alors oui, Liselotte, c'est vrai, pendant un temps, il était l'agriculteur le plus déterminé du mouvement, mais ça n'a pas duré. Gabriel Attal et ses ministres sont passés par là et tout est rentré dans l'ordre, j'ai envie de dire. Je n'ai pas spécialement envie de m'acharner sur ce paysan qui a sans doute une famille à nourrir, mais je soulignerai en revanche son comportement pendant la prise de parole de Gabriel Attal. Ces petits clins d'œil au ministre de l'Agriculture, ce petit papier qui circule discrètement de poche en poche, et surtout cette déclaration au micro de BFM TV. Vous n'avez pas trop les réseaux sociaux, mais vous avez dû entendre parler sur Twitter. Certains partagent une image de vous. Vous étiez à côté du ministre de la Transition écologique et vous lui transmettez un petit papier. Et tout le monde fantasme un peu sur ce qui est écrit sur ce papier. Est-ce que vous pourriez rétablir la vérité et nous dire ce qui était écrit et quel message vous avez fait passer au ministre hier ? Je vais le dire tout simplement. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas mon RIB. Parce que j'espère que vous ne me trouvez pas assez con pour croire que je suis capable de donner mon RIB en direct, parce que mon RIB, je ne l'ai pas donné. Et avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Et voilà, donc... Qu'est-ce qu'il y avait sur ce papier ? Sur ce papier, c'était le numéro de téléphone d'une personne qui m'a écrit parce que de faire passer son numéro, parce qu'elle est dans une situation compliquée, et voir si le gouvernement pouvait l'aider par rapport à ses enfants. Voilà, alors j'ai refusé un poste contre mon silence. Alors il va falloir m'expliquer clairement ce que ça veut dire, car on peut partir sur plein de suppositions très inquiétantes. Même si le cabinet de Gabriel Attal a déclaré de son côté ne pas comprendre ses propos, il faut avouer que ça laisse très perplexe. Mais Jérôme Bail est loin d'être le premier manifestant qui retourne sa veste. C'est même un cas d'école dans l'histoire des contestations sociales. On se souvient d'Ingrid Levavasseur chez les Gilets jaunes ou encore Édouard Martin chez ArcelorMittal en 2013. On peut même remonter au début des années 90, Franck s'en souvient sans doute, avec un certain Tarzan, figure du mouvement contestataire des routiers contre le permis à points. Bref, Jérôme Bail n'est pas le premier et est très loin d'être le dernier. Alors en revanche, côté médias, les journalistes continuent de révéler leur agressivité. Oui, et une fois encore, c'est Christophe Barbier qui va nous partager son extraordinaire, son abyssale culture historique, en faisant un parallèle plus que douteux sur les agriculteurs et leurs bonnets jaunes. Une dirigeante hier de la coordination rurale nous a dit le jaune c'est notre couleur depuis toujours et les bonnets c'est parce qu'il fait froid. Retenons cette explication pragmatique, mais bien entendu ça renvoie aux vêtements symboliques des derniers mouvements. Les gilets jaunes, les bonnets rouges de 2013. Mais ces bonnets rouges de 2013, ce sont les bonnets rouges de 1675. Colbert décide une taxe sur le papier de timbré, la Bretagne se révolte. Bonnet bleu à Quimper, bonnet rouge ailleurs. Et c'est les bonnets rouges qui vont rester dans l'histoire après une terrible répression. Les chemises vertes des années 30. C'était un mouvement très populiste d'extrême droite issu du milieu rural. Trouver une couleur, trouver un vêtement, c'est quelque chose d'important.
Je ne parie pas sur le jaune pour une raison simple, c'est que historiquement, le chapeau jaune, le bonnet jaune, c'est le premier signe de distinction qui a été imposé aux Juifs après le concile de Latran en 1215, qui a été transformé par Saint Louis en 1269 en la rouelle, c'est-à-dire un rond jaune sur la poitrine et dans le dos. Et évidemment, des siècles après, l'étoile jaune a pris la suite. Voilà, et pendant que les journalistes tiennent ce genre de propos à l'antenne, les députés s'octroient une hausse de 300 € de leurs frais de mandat. Mais le pire, c'est que lorsque l'on fait remarquer qu'il n'est pas très opportun de la faire pendant un tel mouvement social, on se fait limite engueuler comme un pauvre demeuré qui ne comprend rien. Mais en plus, on fait comme si on ne saisissait pas l'intérêt d'une question pourtant tout à fait légitime, à l'image de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Nous ne sommes pas pour une indexation automatique des salaires sur l'inflation. C'est une position que nous assumons, mais vous m'excuserez de ne pas voir le rapport entre l'indexation des salaires et la hausse du plafond des frais de mandat que nous avons voté. Je ne vois pas le rapport. Après, non mais je ne vois pas... Pardon ? Mais nous n'avons pas augmenté à nouveau le pouvoir d'achat des parlementaires. C'est pas le sujet. Et je peux... Oui, mais c'est pas ça que vous dites, mais c'est ma réponse. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux bien qu'on considère que les parlementaires sont trop payés, qu'ils ne doivent pas avoir de frais pour exercer leur mandat, etc. Ben, je peux vous dire que demain, il n'y aura plus un parlementaire et il n'y aura plus un citoyen pour aller mettre un bulletin dans une urne. Alors il faut dire aussi que cette question dérange, à tel point que même un député de la majorité n'ose pas défendre une telle hausse à un tel moment, pourtant votée par la quasi-intégralité des députés. Vous avez augmenté de 300 € vos frais de mandat ? Vous avez voté ensemble l'augmentation de vos enveloppes de frais de mandat ? C'est une décision, je crois, qui vient d'arriver du bureau de l'Assemblée nationale, oui, avec un consensus de l'ensemble des groupes politiques. Voilà. Non, mais c'est parce ni l'un ni l'autre n'avons participé à cette décision, voilà, qui est, je crois, excepté, une décision apparemment, tous les groupes ont soutenu la hausse, excepté la France Insoumise. Ce que je veux dire, c'est que au moment, c'est une augmentation de plus de 5,5% pour faire face à l'inflation. C'est-à-dire qu'au moment où les agriculteurs sont dans la rue pour demander à vivre correctement, les députés augmentent leur enveloppe de frais de mandat. C'était peut-être pas le meilleur des moments, quoi. Enfin, nous, on avait parlé entre nous, on était contre l'augmentation. D'accord, mais enfin, elle a été... J'étais même pas... Voilà, vous avez voté. Voilà, donc personne n'était au courant. Et on a d'ailleurs appris hier qu'en plus des députés, les sénateurs ont également profité de ce moment de contestation pour augmenter leurs frais de mandat, non pas de 300, mais de 700 €. C'est bien beau la vie de sénateur. Pour les frais de bouche. Voilà. Et vous vouliez terminer cette chronique sur une note pessimiste. Oui, pessimiste, car au fond, on connaît les véritables causes de toutes ces catastrophes sociétales. Le déficit, la dette, cette récession qui ne dit pas son nom, nous conduisent à des politiques d'austérité majeures. Et ce, dans tous les secteurs d'activité, y compris bien sûr celui de l'agriculture. Et je crains que malheureusement rien ne s'arrange car le politique ne peut plus rien face à de telles difficultés. Et quand un économiste comme Marc Toiti nous résume cette situation plus que chaotique, il y a vraiment de quoi devenir fou. Nous sommes aujourd'hui en quasi-récession. Et ce qui est encore plus fou, si vous voulez, c'est que normalement on aurait pu se dire, parce que j'entends, oui, on me dit on augmente les prix de l'électricité pour que ça fasse plus de recettes fiscales. Bon, ok, mais on a eu les chiffres vendredi qui sont sortis, jeudi exactement, la semaine dernière, sur le déficit de l'État français. 198 milliards. Bravo. Et rendez-vous compte, parce qu'il reçoit mes papiers, c'est pour ça. Et rendez-vous compte qu'on a battu un record, c'est-à-dire que sur les 11 premiers mois de l'année, on a fait 198 milliards de déficit uniquement de l'État, sans compter les collectivités locales et sociales, ce qui est encore, c'est quasiment 10 milliards de plus que pendant le coronavirus. Donc, on dit, où va l'argent ? C'est-à-dire, on avait plus de recettes fiscales. Donc, on aurait dû faire moins de déficit. Mais non, le déficit atteint des records. Donc, c'est ça qui colle plus. C'est qu'on a des dépenses somptueuses, pharaoniques, on ne sait pas trop où va l'argent. Les Français souffrent, malheureusement, on le voit, et on dit, on va encore augmenter pour réduire le déficit, mais il ne se réduit pas. Donc, c'est pas sérieux. Il y a de quoi être en colère. Voilà, alors cette colère, elle s'exprime aujourd'hui par la voix de ces agriculteurs en souffrance, et bien d'autres secteurs tenteront de s'agréger au mouvement de contestation. Mais attention, même si le pouvoir se fait passer pour un gentil défenseur de la ruralité, vous pouvez lui faire confiance, il sera prêt à tout pour protéger ses intérêts et ne se laissera jamais faire. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique, effectivement, finie sur une petite note un peu pessimiste. Oui, parce que voilà, la réalité est assez dure et malheureusement les politiques n'ont pas beaucoup de pouvoir pour régler ce phénomène qui se joue bien au-delà de l'Élysée. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours les petits agriculteurs qui souffriront d'abord les premiers. Et voilà, par effet domino, évidemment, d'autres secteurs suivront. Mais après, voilà, ça peut aller très loin cette histoire, c'est pour ça que c'est intéressant de la suivre. Alors, vous dites que ça ne se joue pas à l'Élysée, mais même si ça s'y jouait, moi je retiens
retiens le commentaire de Yael Braun-Pivet qui affirme que si les salaires des députés étaient moins élevés, finalement, il n'y aurait plus de députés en France. Alors, c'est fabuleux. Là, elle est en train de nous expliquer clairement que ce sont des gens qui se font élire pour le peuple, pour défendre de grands intérêts, et que finalement, non, c'est juste l'appât du gain. Alors, je pense que c'est un peu injuste, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui le font par conviction, déjà. Oui, il y en a qui... mais on justifie la hausse de ces salaires pour éviter la corruption, notamment, des élus. Évidemment, c'est un vrai sujet. Donc, il y en a même qui considèrent qu'ils ne sont pas assez payés, mais c'est vrai qu'il y a, pour l'augmentation des frais de mandat, qui n'est pas une augmentation de salaire, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu la différence. Mais c'est des frais comme dans une entreprise, tout simplement. Donc, mais c'est le moment, en fait, où on décide de le faire, et surtout le montant. C'est pour ça qu'au moment où les députés se sont augmentés de 300 €, là, on a vu cette unanimité de l'Assemblée, sauf, il faut le dire, de la France Insoumise qui s'est abstenue sur cette question. Mais on a bien vu, même les députés RN, qui sont très proches de la ruralité, très proches du peuple, ont fait un rétro-pédalage en publiant un communiqué en disant que finalement, ils n'étaient pas tellement d'accord. Et même en plateau, c'est le sonore que j'avais diffusé, on se rend compte qu'il y a un petit malaise autour de cette question. Par contre, pour les sénateurs, écoutez, pour les sénateurs, c'est magnifique. Ils choisissent toujours le mauvais moment, et c'est pas tout à fait la même thématique, mais moi, je suis effarée de voir Emmanuel Macron qui continue pépouze sa petite tournée. Oui, pardonnez-moi l'expression, mais bon, il y a un côté grotesque, donc je trouve qu'elle finalement, elle s'y prête assez bien. Il finit sa petite tournée en Inde tranquillement, alors que là, il y a des tracteurs qui encerclent sa capitale. Enfin, on est complètement déconnecté. Ce qui était amusant, c'est que en plus depuis l'Inde, il était titré partout il a déclaré qu'il suivait de très très près la situation des agriculteurs à 6700 km. Très très loin. C'est ça, c'est 6700. On se souvient que pendant l'acte 3 des Gilets jaunes, qui était évidemment le plus violent et où Paris a failli basculer, Macron était à l'autre bout du monde pour des questions climatiques. Je crois que c'était en Argentine, il me semble. Et hier notamment, il était, alors que les agriculteurs bloquaient tout, il était à l'Élysée. Là, il était à Paris, il recevait l'équipe de France de handball, qui est championne d'Europe. Tout est une question de priorité. Ça montre son désintérêt ou une question de priorité, mais ça peut aussi montrer peut-être une peur aussi. Vous parliez des Gilets jaunes, vous avez raison. À un certain moment dans la crise des Gilets jaunes, je crois que c'est le 2e ou le 3e week-end. Le troisième qui était le plus dur. Et effectivement, l'Élysée avait vraiment peur, et donc peut-être que c'est le cas aujourd'hui. Bon, les agriculteurs n'ont pas l'air méchants, mais bon. Surtout que les agriculteurs ont l'air effectivement très motivés, ça c'est sûr. C'est un mouvement d'une ampleur rarement atteinte pour ce mouvement. Et là, on voit que les tensions montent, puisqu'il y a eu un barrage de gendarmes sur l'autoroute A20 là, ce matin pour bloquer un convoi de tracteurs qui arrivait. Donc normalement, ils devaient pouvoir y aller, on les laisse faire, mais là, on les laisse plus faire. Mais bon, on peut saluer nos amis agriculteurs qui ont pris leur tracteur. Et en plus, vous avez vu, ils ont déplacé des plots pour partir dans les champs et dans les petites routes pour éviter ce blocage. Ils ont contourné l'autoroute, et un tracteur, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance de cet engin. Il fait reculer les blindés. À côté des blindés de la gendarmerie, il faut raser pas le figure, et c'est quand il y a une armée de tracteurs qui foncent, c'est là qu'il faut un petit peu s'inquiéter. Mais Darmanin aurait dû se taire il y a une semaine, où il a dit qu'il n'enverrait pas les CRS, etc. Je pense que ces propos, ça ne sera pas le premier, mais ça va lui retourner en boomerang encore longtemps. Écoutez, en tout cas, merci Louis Rigaudière pour cette chronique, et on vous retrouve la semaine prochaine.